Altesse en voyage, conte de fées du XXe siècle. Par un frais matin d'octobre, une princesse descend des airs vers le Nouveau Monde. C'est le début d'un voyage merveilleux d'un bout à l'autre du Canada en fête. La première étape d'un long voyage vient de s'achever. Une visite mémorable commence. Les paroles de bienvenue du vicomte Alexandre de Tunis et du très honorable Saint-Laurent, Premier ministre de la Nation, ne font que devancer les vœux de tout un peuple qui viendra clamer à leur passage la princesse héritière de Grande-Bretagne et le duc d'Édimbourg. De nos jours, l'histoire s'enregistre au rythme des caméras. Mais elle rejoint vite la légende lorsqu'apparaît la plus illustre des princesses royales, dont le premier geste est de sourire. Et dès que les salutations officielles ont été échangées, le couple royal repart vers le train qui le mènera jusqu'à la vieille capitale, Québec. À Québec, les canons de l'ancienne cité se sont tués depuis de longues années. Mais ils continuent de monter une garde symbolique, désormais, sur ces remparts où s'évoquent tant de pages d'histoire. C'est d'ici que son Altesse royale vint passer en revue le régiment de la Chaudière, dont elle est colonel en chef. Mais la ville ne se réfugie pas dans le passé. Et le geste le plus éloquent que put accomplir le couple royal, ce fut la visite à l'Université Laval, où il devait être reçu par l'archevêque catholique de Québec et le recteur de l'université. Je vois dans l'accueil que j'ai reçu du Québec aujourd'hui l'assurance de vos vœux pour un heureux voyage, et je vous en sais gré. Je me réjouis en pensant que le chemin du retour nous ramènera dans ces provinces, cette fois pour un séjour qui commencera dans votre métropole. Ce soir donc, je ne vous dis pas adieu, mais avec une grande joie, au revoir. Les princes rendirent ensuite hommage à toute la population de Québec par une visite au Parlement où ils furent reçus par l'honorable Maurice Duplessis, Premier ministre de la province. En traversant votre ville magnifique, mon cœur s'emplissait de fierté et de joie devant la chaleur du premier accueil que le Canada nous a réservé à mon mari et à moi. Pour traduire cette bienvenue, vous avez trouvé, Monsieur le Premier ministre, des mots éloquents qui m'ont touché. Du fond de mon cœur, je vous en remercie. Et cette même sympathie se reflétait sur le visage et dans les acclamations de la foule qui avait escorté le couple royal jusqu'à l'entrée du Parlement et l'attendait à sa sortie pour l'acclamer à nouveau. Alors que les princes arrivaient sur les plaines d'Abraham, le ciel jusqu'alors couvert s'éclaircit et le soleil envahit l'ancien champ de bataille. Là se tenaient pour une dernière revue, à la veille de leur départ pour l'Europe, quelques unités
de la 27e brigade. La parade terminée, la princesse passa les troupes en revue. Il y a un siècle, les princes caracolaient en face de leurs troupes. Mais où sont les blanches cavales d'antan? Cette innovation très 20e siècle pose des problèmes d'étiquette militaire parfois difficiles à résoudre. Puis, Son Altesse, ayant ainsi, dans ce cadre historique, souhaité bon voyage aux soldats qui vont servir outre-mer la cause de la paix, repartit pour la seconde étape de son grand voyage, laissant derrière elle un souvenir charmant et une promesse de revenir dans cette même province. À Ottawa, la capitale, leurs Altesses eurent leur plus bel aperçu de l'automne canadien. Les habitants de la ville avaient pavoisé, mais plus magnifiquement encore, la nature arborait l'or et la pourpre à profusion. Escortés par les gendarmes royaux, aux tuniques éclatantes, la princesse et le duc se rendirent à la place de la Confédération pour la première cérémonie, la plus officielle et la plus émouvante. C'est d'ici, au cœur même du Canada, au monument aux morts, que l'héritière de la couronne britannique vient déposer une gerbe, symbole de souvenir et de respect. L'appel aux morts de deux grandes guerres a fait planer sur la capitale un silence recueilli. Ceux pour qui le cénotaphe a une signification particulièrement poignante, les blessés de guerre, les mères décorées de la médaille d'argent, les anciens combattants, attendent pour saluer la princesse et le duc. Le temps est court pour dire un mot amical à chacun d'eux, mais pas trop court pour une cordiale poignée de main. Puis, à l'instant où la princesse Élisabeth et le duc d'Édimbourg, quittant le monument aux morts, regagnent leur voiture, l'émotion des spectateurs, longtemps contenue, éclate subitement et le cortège s'éloigne au milieu des acclamations sans fin d'une foule qui les suit tout au long du parcours. Même après-midi, la foule envahit les pelouses et les terrasses sur la colline du Parlement, siège central de la nation.
Accueillie par la fanfare de l'aviation royale canadienne, la princesse se rend au bâtiment central. Saluée par les orateurs de la Chambre et du Sénat, elle pénètre dans l'édifice. Après la visite au Parlement et dans la tour de la paix, d'où se découvre la ville choisie par la reine Victoria comme capitale, elle ressort au son des trompettes. Bien d'autres cérémonies attendent les visiteurs dans les jours qui suivent. À Trenton, au centre d'entraînement de la base aérienne, les grilles du mémorial s'ouvrent toutes grandes. Toronto attendait dans la fièvre l'héritière de la couronne britannique. Ce n'était pas seulement un rassemblement autour de l'hôtel de ville ou dans le quartier des affaires. C'était un véritable mouvement de masse s'étendant jusque dans les faubourgs. Toronto, l'une des principales agglomérations industrielles d'Amérique du Nord, se ressent de la proximité immédiate des grandes cités des États-Unis. Elle n'en est pas moins l'une des villes canadiennes où l'esprit britannique s'est peut-être le mieux perpétué. Et la population tout entière se porta au-devant des princes. Dans les tribunes, au terrain de l'exposition, 35 000 enfants attendaient le couple royal. 35 000 voix fermement décidées à se faire entendre et 35 000 pères dieux décidés à ne rien perdre du spectacle. Lourde responsabilité même pour des princes que d'affronter tant de confiance et d'enthousiasme. C'est ici que la princesse eut l'occasion de rencontrer quelques-uns des héros décorés de la Croix Victoria, la plus haute et la plus rare des distinctions militaires britanniques. Ils étaient 7 à Toronto, représentant leurs autres camarades de tout le pays. L'enthousiasme atteignit un paroxysme. Des ovations, des drapeaux, des uniformes, des couleurs, une véritable imagerie populaire. Il faisait tellement chaud qu'on regardait les grenadiers avec apitoiement. Ils avaient l'air de fondre sous leur bonnet à poil. Dans l'après-midi,
toute la ville se porta au parc Riverdale. Le prince et la princesse firent une visite à l'université et allèrent ensuite assister à une partie de hockey au Maple Leaf Gardens. Puis ils se rendirent au parc simplement pour que tout le monde puisse les voir et sûrement aussi pour voir tout le monde. La princesse, qui avait paru légèrement intimidée au début du voyage et à qui l'accueil officiel de la capitale avait donné un air plus grave, semblait peu à peu se détendre et faire connaissance avec ce peuple canadien qui l'accueillait depuis quelques jours de si bon cœur. Et le prince, de naturel souriant, partageait avec elle la sympathie de la foule. Ce dimanche, au pays des vignobles et des vergers, au pays où tous les chemins mènent à Niagara, il fait un temps superbe. Les visiteurs royaux s'enquièrent, est-il vrai que 114 millions de gallons d'eau passent les chutes à chaque minute? Mais qu'est-ce que veulent dire les chiffres dans un cas semblable? Il faut avoir vu cette masse d'eau énorme déferler sans une seconde de répit. Il faut avoir entendu le fracas étourdissant des chutes pour comprendre la raison qui a fait de Niagara un site unique au monde. Ils descendent alors le tunnel jusqu'au pied même des chutes où le vent et l'écume fouettent le visage. À Niagara, la princesse et le duc avaient aperçu les États-Unis pour la première fois. À Windsor, la grande nation voisine sert d'arrière-plan la cérémonie de bienvenue. Par-delà le centre industriel fluvial le plus actif du monde, la silhouette des gratte-ciels de Détroit se dessine dans la brume. Deux minuscules automobiles électriques symbolisent l'industrie commune à Windsor et à Détroit. Si étroitement liées sont ces deux grandes cités industrielles qu'elles semblent n'en faire qu'une quand l'occasion le demande. Le gouverneur du Michigan et le maire de Détroit se sont joints au comité pour cette réception internationale. Dans cette cité, la plus méridionale du Canada, la température est clémente. Il n'en sera pas de même durant les étapes suivantes. À partir de Winnipeg, le temps se mit au froid. Mais il en aurait fallu davantage pour inquiéter les habitants de la ville qui sont d'une race solide. Oh pardon, plusieurs races solides. À Winnipeg, vous pouvez entendre 14 langues différentes. Et pour les grandes occasions, on ressort toutes sortes de costumes pittoresques apportés d'Europe. Singulier contraste que celui de ces costumes locaux et de l'automobile royale au toit en plastique. C'était une idée que le duc d'Édimbourg avait eue et que les ouvriers avaient réalisée durant la fin de semaine. Sans cette innovation, bien des gens qui avaient parcouru des milles et des milles pour venir saluer le couple royal et qui avaient attendu sur leur passage durant des heures seraient repartis déçus.
Le soir, à l'auditorium municipal, la princesse royale et le duc honorèrent de leur présence les ballets de Winnipeg. À leur entrée, il y eut un murmure d'admiration. Soirée mémorable que celle qui présente un peuple à sa princesse par l'intermédiaire de la musique et de la danse. À Regina, au cœur de la Saskatchewan, il a gelé toute la nuit. Et au matin, la pluie qui tombe est glaciale et pénétrante. Au soldat Raymond Vermette échoua la tâche ingrate de redonner du lustre aux bottes de la marine. Au Parlement provincial, la princesse Élisabeth, au nom du peuple britannique, remercie la population pour le blé, la viande et les autres produits de la Saskatchewan. Puis, les jeunes visiteurs se rendent à la caserne de la gendarmerie royale, où se déroule en leur honneur un concours équestre. À Calgary, la température ne fut pas idéale pour le genre de spectacle prévu, le rodéo. La princesse se rendit à la reine par l'ancienne malle-poste, la vieille diligence Truro et Pictou, celle-là même qui avait servi à son arrière-grand-père durant une autre visite royale il y a 90 ans de cela. Rien ne manquait à la fête. Indiens et cowboys recréaient les légendes du Far West. Le froid était vif, trop vif même pour le genre de spectacle prévu. Tous les cowboys vous diront que ce n'est pas tomber du haut d'un cheval ou d'un bœuf sauvage qui est dangereux, mais c'est tomber sur le sol gelé. Une autre surprise attendait leurs Altesses royales au village indien.
Après quoi, les chefs petits chiens pour les gens de sang et grands boucliers pour les Indiens pieds noirs remirent au duc et à la princesse des cadeaux pour leurs enfants. Grand jour pour Calgary. Indiens et cowboys s'étaient encore une fois rencontrés, mais cette fois, c'était pour des danses et des cavalcades. À la petite station de Salmon Arm, 10 minutes d'arrêt pour un premier salut à la Colombie-Britannique. Sur ce versant des montagnes rocheuses, la température s'était subitement radoucie et il pleuvait ce matin-là. En 10 minutes, on n'a guère le temps d'organiser une bien longue réception. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'agiter des drapeaux et de crier « Vive la princesse, vive le prince » lorsqu'ils descendent du train. C'était bien eux. Un événement tant attendu s'était enfin réalisé. En dépit de la distance et de la température, cette visite, dont les enfants rêvaient depuis des semaines, venait de prendre une signification précise et inoubliable. Quelques mots aimables ici et là, quelques sourires heureux, et il était temps déjà de repartir. Une seconde encore, et il disparaissait. Tout ce qui restait, une fois la dernière fumée évanouie, c'était tout de même le souvenir d'une belle journée. Au pied des Rocheuses et au bord du Pacifique, Vancouver, la plus jeune des grandes cités canadiennes. Le samedi se passa en visite et réception. Et le dimanche matin, le couple royal assista au service à la cathédrale. À l'extérieur, une foule silencieuse et recueillie put entendre le duc d'Édimbourg qui lisait dans la Bible. And he spake unto them this parable, saying, What man of you, having 100 sheep, and having lost one of them, doth not leave the 99 in the wilderness, and go after that which is lost, until he find it? And when he hath found it, he layeth it on his shoulders, rejoicing. And when he cometh home, he calleth together his friends and his neighbors, saying unto them, Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. Here endeth the lesson. Pour la première fois depuis leur départ de Grande-Bretagne, le duc d'Édimbourg, un marin, et la princesse héritière de la couronne britannique mirent le pied sur un navire de haute mer. Ils avaient emprunté jusqu'ici l'avion, le train et l'automobile. Ils se retrouvèrent ce jour-là sur un navire de la Marine royale canadienne, le Crusader. Pour un court voyage seulement, 20 lieues marines tout au plus, sud-sud-ouest, jusqu'à Victoria, dans l'île de Vancouver. Le Crusader s'éloigna de la rive. Tous ceux qui naviguent dans l'immense rade de Vancouver saluaient au passage. Et le navire poursuivit sa route dans les détroits de Géorgie.
Victoria, les liens avec le Royaume-Uni sont plus forts peut-être que partout ailleurs, mais en même temps, à de nombreux signes, on peut discerner le passé si original et si récent encore de l'île de Vancouver. Quelques jours de repos dans l'île de Vancouver et le voyage de retour commence par-delà les Rocheuses jusqu'aux champs pétrolifères du nord de l'Alberta jusqu'à Edmonton. Edmonton, la ville sur laquelle tant de regards se sont tournés dernièrement. Les trappeurs indiens et les chasseurs esquimaux sont venus des rivages de l'Arctique pour voir le couple royal et voir eux aussi les changements prodigieux qui ont bouleversé la structure économique canadienne. Puis, par avion à nouveau, le couple royal se rend à Montréal. À Montréal, le couple royal se rendit au chalet pour y déjeuner et admirer la ville qui s'étend au pied de la montagne. Jamais durant tout le voyage, de telles foules ne s'étaient assemblées sur le parcours du cortège. Leurs Altesses visitèrent ensuite les usines d'aviation Canadair et les chantiers de construction Vickers, symbole de l'importance que prend Montréal sur la carte transocéanique et sur la carte aérienne du monde. À ma première vision du Canada, je me suis sentie à la fois plongeuse et passionnée d'intérêt. C'est, je crois, l'impression de quiconque traverse l'Atlantique pour la première fois. Mais dès l'instant où j'ai posé le pied sur le sol canadien, cette impression d'inconnu s'est dissipée. Je me trouvais au milieu d'amis et de compatriotes. Mais l'instant le plus émouvant fut peut-être celui où les enfants des écoles, rassemblés au stade de Lorimier, entonnèrent « Dieu protège le roi ». Le couple royal comprit alors que l'affection et le respect peuvent se traduire dans toutes les langues. De Montréal à Washington au XXe siècle, en empruntant l'avion,
il n'y a qu'un pas. Toutes les compagnies d'actualité américaines s'étaient donné rendez-vous pour voir arriver dans la capitale des États-Unis la princesse Élisabeth et le prince Philippe. Une réception de plus pour la plupart des journalistes, mais celle-ci tout de même est une réception spéciale. C'est la première fois que la princesse Élisabeth et le duc d'Édimbourg se rendaient aux États-Unis. Et l'accueil qu'ils allaient y recevoir de la part du président et de la population allait leur faire oublier la déception de n'avoir pu admirer New York que du haut des airs. La princesse, considérée comme princesse canadienne aux États-Unis, et le président échangèrent des souhaits de bienvenue comme il s'y est entre voisins. Free men everywhere look towards the United States with affection and with hope. The message that has gone out from this great capital city has brought help and courage to a troubled world. In that other proud capital where I live, and in Canada from where I have just come, we also are determined to work with all our strength for freedom and for peace. Thank you, babe. Thank you. L'héritière du trône a déjà l'assurance qui fera d'elle un jour une souveraine moderne. Elle dit exactement les mots qu'on attendait d'elle et elle le fait brièvement. Et le couple royal n'eut pas de peine à adopter le ton de simplicité démocratique qui lui conquit rapidement la sympathie de la foule américaine sur le chemin de Blair House. L'Angleterre et les États-Unis ont, il est vrai, un genre de vie bien différent. Mais ce sont deux démocraties et l'on y parle la même langue. Raison suffisante pour que la foule manifeste bruyamment sa sympathie. Le lendemain matin, il y avait foule dans l'escalier qui se rend à la bibliothèque du Congrès. Les photographes et caméramans avaient du mal à faire leur métier, tant la bousculade était forte. Il y avait là quelques centaines de personnes, toutes fermement décidées à prendre la même photographie sous le même angle. Mais déjà, la visite tirait à sa fin, et la princesse reprenait le chemin de l'aéroport pour retourner au Canada, après avoir été la meilleure des ambassadrices de l'amitié. Elle ne laissait que des regrets derrière elle et l'espoir d'un prochain retour. Province de Québec sous la neige. Le tableau n'aurait pas été complet sans cela. Une chute de neige prématurée a plongé les voyageurs en plein hiver canadien pour leur séjour à Sainte-Agathe, joli village tapi au creux des Laurentides, au nord de Montréal. Un peu plus tard, une expérience bien canadienne, une promenade en traîneau.
À Fredericton, Nouveau-Brunswick, une ville de tradition loyaliste, les visiteurs trouvent une atmosphère détendue, reposante. Ici, c'est un paysage doux, un peu comme la campagne du Vieux-Québec. Dans l'enceinte de l'université, les étudiants sont venus comme pour fêter deux d'entre eux. Les princes ont déjà rencontré un président Truman. Celui d'aujourd'hui est le président de l'université. La princesse et le duc ont retrouvé leur âme d'étudiants sous les ormes du parc. Le vieux port de Halifax, capitale de la Nouvelle-Écosse, a réservé à ses hôtes un accueil purement britannique. Ruines, temps gris, ciel pluvieux. Est-ce pour réhabituer les princes au ciel de Londres qu'ils reverront bientôt? Il sera dit que ce petit vent de sud-est va noyer une partie des réceptions prévues. Mais il faut plus qu'un grain aux Écossais pour virer de bord. Et ils resteront jusqu'à ce que l'horloge de la citadelle indique l'heure du voyage vers l'île du Prince-Édouard. Charlottetown est le berceau du Canada moderne. C'est ici que furent adoptés les articles du pacte confédératif qui a fait l'unité du pays. Dernier adieu à Charlottetown et premier salut à Sydney, capitale du fer et de l'acier. Après tant de réceptions de caractères si différents, il était difficile d'imaginer ce que les cérémonies de Sydney apporteraient de spécial. Mais les habitants de l'île du Cap-Breton ont une tendresse particulière pour la princesse, dont la mère est d'ascendance écossaise. Beaucoup d'entre eux sont écossais et parlent encore le gaélique. Après les allocutions d'usage, la princesse et le duc se dirigèrent vers la Syrie. C'était un grand sujet de fierté pour les travailleurs de savoir que la princesse avait demandé d'elle-même à voir les usines. Là encore, peut-être avait-elle appris que les premiers ouvriers fondeurs arrivés dans l'île étaient écossais.
le croiseur Ontario quitte le port de Sydney et entreprend la traversée du détroit de Cabot pour la dernière étape du voyage. Nous sommes loin déjà du continent. Le couple royal contemple Terre-Neuve, cette île aux côtes abruptes, au peuple rude, la plus ancienne des terres découvertes au Canada et la plus jeune des provinces. De tous les coins de l'île, les Terre-Neuviens sont venus souhaiter la bienvenue au couple royal. Les signaux annoncent du mauvais temps. Déjà le vent s'élève. Et l'Empress of Scotland vient mouiller à l'abri de l'île Belle dans la baie Conception. Les barques de pêche sont venues de tous les points de la côte, vers Portugal Cove, pour la cérémonie d'adieu. De partout, de Port-de-Grave, de Pouch Cove, de Topsail, de Seal Cove et de Kelly Groves. Ils sont venus contre vents et marées. À la sortie de Saint-Jean, la voiture princière s'engage dans la descente abrupte vers Portugal Cove. Le vent et la pluie sont oubliés. Ils ont aperçu la princesse Élisabeth et le duc. Les nuages sont bas au-dessus des collines. Et sur le quai, battu par une houle furieuse, la foule insensible à la rafale reste compacte. C'est la dernière étape d'un voyage de 15 000 milles. Et au moment où la jeune princesse et le duc montent à bord, les clameurs de la foule couvrent le fracas de la mer. Et c'est à ce peuple de marins qu'il revient de dire adieu. Adieu pour tout le Canada, à l'héritière de la couronne britannique et au duc d'Édimbourg, tous deux marins, d'un peuple de marins, et retournant dans leur patrie par-delà les mers.